Alors, nous sommes devant deux installations qui se font face. Une représentant des savons et en face de nous des planètes. Ces deux installations se font écho. Et j'ai envie de commencer par te demander, puisque on a pas mal échangé avant l'exposition, comment se déroule ton processus de travail. Parce que tu me dis souvent que tout débute devant un écran et comment on passe de l'écran d'ordinateur à des œuvres qui jouent avec virtuosité de la variation d'échelle. Alors, justement, ce qui est intéressant dans tout ça, je dis toujours que moi, mon atelier, c'est mon bureau. C'est mes ordinateurs, il y en a plusieurs, etc. Et tout commence là, c'est des fichiers, c'est triturer, c'est essayer de donner quelque chose à voir. Mais finalement, ce n'est pas une finalité, c'est comment après on développe. Tout à l'heure, on parlait du terme développer. Moi, je viens de la photo. J'ai ce mécanisme, c'est on fait une photo, on développe un film, on fait un tirage, on choisit un support, etc. Donc, il y a tout un processus pour donner vie à l'objet qui, évidemment, commence en 2D sur un écran lumineux. Et par exemple, l'histoire des savons, au-delà de ça, c'est une chose très simple parce que je cite toujours des artistes, mais ça, on peut penser à plein d'artistes du pop art, enfin, à Liechtenstein, des gens comme ça. C'est que peut-être partons d'un principe de réalité et donnons-lui une autre histoire, une autre magie, un autre statut. Donc là, évidemment, ça s'explique par l'échelle, les couleurs. Mais en même temps, par exemple, cette pièce, elle commence sur une table. J'ai acheté des savons que j'ai posés les uns à côté des autres et que j'ai pris en photo, etc. Et après, je devais trouver un processus pour leur donner cette qualité, à mon avis, qui est très différente de la photographie. Là, ça devient autre chose. Pour l'histoire des planètes, c'est pareil. Ce qu'on verra tout à l'heure, c'est évidemment, on regarde simplement le système solaire, qu'on connaît tous. Tous les enfants connaissent ça, on a tous connu ça à l'école. Là où il y a telle planète plus ou moins grande, etc., la Lune. Et ce que j'avais envie, c'était d'en faire presque comme des hublots. C'est ce qui explique cette forme. Et que peut-être la forme qu'il leur est donnée, c'est comme si elles indiquaient quelque chose qui était derrière le mur. Il y a une sorte d'apparition, finalement. Et je pense que dans la pièce des savons, Soap Opera et les planètes, c'est comme si c'était quelque chose qui venait d'un ailleurs et qui se révèle sur les murs et qui prend une taille, qui prend un volume, qui prend des couleurs, qui prend une forme, finalement. Et c'est pas antinomique, finalement. Et j'aimerais juste ajouter, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que les savons sont démesurés. Les planètes sont toutes petites. Bon. Donc il y a une idée aussi comme ça de comment contrarier un peu des points de vue logiques. Est-ce que tu parlerais d'une constellation de savons? Parce que pour cette pièce, tu t'es aussi inspiré de l'œuvre d'un poète, Le Savon. Est-ce que cette référence, quand même, est aussi importante? En fait, la référence première, Francis Ponge, parce qu'on parle de ce petit texte qui est très beau, que je connais depuis presque que je suis petit, quoi. Le Savon de Francis Ponge. Francis Ponge étant un grand poète, à mon avis, aussi un grand éditeur, peu importe. C'est lui qui a édité Bataille, René Char, il était ami avec Picasso, avec Matisse, etc. Il écrit ce petit texte, Le Savon, et moi, ce que j'en ai gardé, c'est très court, je vous conseille aux gens de le lire. Je m'en lave les mains. Comment je m'en lave les mains? Alors, est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est une vie intime? Comment je m'en lave les mains? Et il écrit ce texte très jubilatoire sur comment un savon fond. Je m'en lave les mains et le savon fond, il disparaît. Et au final, il disparaît. Ce qu'on a tous dans nos salles de bain, quoi. Enfin, un savon, au fur et à mesure, il fond, il disparaît. Et il est resté juste une expérience de pratique hygiénique. Mais cette hygiène-là, du coup, elle est mentale aussi, finalement. Cette histoire de s'en laver les mains, pour moi, c'est une histoire d'hygiène mentale aussi. De réflexion, d'enlever des choses, d'en remettre d'autres. C'est pour ça que ce texte, Le Savon de Francis Ponge,
trouvé un écho chez moi qui était très particulier à ce moment-là. Alors là aussi, devant ces tarots, moi ce qui me frappe, c'est peut-être le vis-à-vis qu'il y a avec les pièces qui sont juste en face, ce qui renvoie peut-être la dimension cinématographique de ton travail, c'est-à-dire qu'il y a une part de montage qui est absolument importante et la scénographie de l'exposition est dans ce sens vraiment importante. Et moi ce qui me frappe entre la série appelée Strange Fruit, Strange Fruit, oui c'est ça. Ouais. Et les cartes de tarot, c'est cet effet, c'est un effet de pixelisation où l'on retrouve d'une certaine façon ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire cette variation d'échelle. Alors effet de pixelisation, on disait aussi tout à l'heure effet mosaïque. Donc quelle était l'intention de départ dans ces pièces dans lesquelles tu utilises aussi des miroirs qu'on retrouvera tout à l'heure? Ça pourrait être ça. En même temps, soyons sincères, c'était aussi comment contourner des problèmes techniques à l'origine. Comment contourner cette histoire de visualisation, de netteté, d'échelle, etc. Donc tant qu'à faire, il fallait traiter l'image comme un peintre. Il fallait y aller franco, quoi. Évidemment, c'est arrivé à ça, ce qui m'intéresse beaucoup parce qu'on pourrait faire des mosaïques maintenant. Là, ça suffit, mais on pourrait faire réellement des mosaïques avec des artisans. Cette échelle-là, on voit très bien l'échelle, c'est très simple à faire. Et cette histoire de pixelisation aussi, c'était une manière de... Moi, je suis myope. Bon. Mais cette histoire de lunettes comme ça avec l'écran ou la télé, etc., il y a toujours une sorte de netteté qui a besoin de se faire le point. En photographie, en cinéma, on dit faire le point. Et donc du coup, je me suis dit, on va exagérer ça complètement et que peut-être faire le point, c'est la manière dont... Voilà, là c'est complètement flou. Je suis à 2 mètres, je vois la forme. Donc c'est le corps lui-même. Et c'est l'installation qui permet de faire la mise au point. Et c'est exactement ce qui se passe dans les arbres. Strange Fruit avec les cibles. Évidemment, c'est la chanson de Billie Holiday, Strange Fruit, et qui parle de ces noirs pendus dans le sud, dans l'Alabama, et tout, etc. Donc il y avait une chanson qui est devenue, après ça a été repris par Nina Simone, etc. Mais ça parle bien de ça. On a fait exprès de prendre des arbres fruitiers. Les pommiers, orangers, cerisiers, enfin, etc. Mais c'est pour évoquer aussi que peut-être les fruits sont des morts en puissance, comme s'ils étaient pendus dans les arbres, etc. Mais ce que j'aime dans cette série, c'est qu'elle peut être énorme. Là, on en a fait 10, mais ça peut être tous les arbres qui produisent des fruits dans le monde, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et les cibles indiquent justement ça. C'est ces fruits, c'est ces cadavres, entre guillemets, qu'on cible, et pas pour une destruction, mais c'est bien pour montrer quelle est l'importance de cette production naturelle, et tout, etc. Strange Fruit. Et c'est toujours des citations. Comme tu l'as remarqué dans tout mon travail, il y a toujours une citation, un titre de film, un titre de livre, un titre de chanson. Et c'est ce qui donne un peu cette impulsion et qui permet de se raccrocher à quelque chose, quoi, finalement. C'est ce qu'on a d'ailleurs dans la pièce qui est juste en face, intitulée Don't Look Up, qui fait référence à un film. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce titre, Don't Look Up, c'est que on y retrouve cette idée d'éloignement, de distance, peut-être de point de vue dont tu parlais, puisque le titre de l'exposition, on peut le rappeler, c'est Ad Astra, avec cette idée peut-être de regarder le monde d'un point de vue extérieur, d'un point de vue éloigné. Et j'ai l'impression que, alors il y a une dimension intime peut-être dans l'exposition dont on reparlera, que au-delà des citations, beaucoup de choses reposent en fait sur
ben, sur cet effet de distance et d'éloignement. Que serait le monde si je regardais la Terre vue du ciel, ou si je regardais le ciel vu de la Terre? Dans ton texte, tu en parles bien quand tu parles du général qui tombe de cheval dans Guerre et paix de Tolstoï, et qui regarde le ciel et qui se rend compte qu'il n'avait jamais vu le ciel, finalement. Mais il fallait que... Il faut tomber pour... il était en train de mourir, et là il voit le ciel. Donc il y a quelque chose... Donc Look Up, c'est donc Ne regardez pas là-haut, qui fait référence à un film aussi qui raconte... ouais, voilà, il y a des météorites qui vont tomber sur Terre, et il y a deux scientifiques qui disent aux politiques on va tous crever, quoi. Et les gens ne croient pas. Donc Look Up, c'est ça, c'est McKay, ne regardez pas là-haut. Et moi, ce qui m'intéressait avec ça, c'est une sorte de puzzle, finalement. On aurait pu le faire de X manières, mais les oiseaux volent dans les nuages et ils sont pris dans une sorte de gang, comme ça, dans une sorte de vernis, une sorte de coffrage. Enfin, c'est un peu ça, cette idée aussi. Ne regardez pas là-haut. Mais alors, si on regarde là-haut, qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aime bien avec ça, enfin la connexion entre les arbres, ça, et puis les prédictions. Voilà. Pourquoi les tarots? Les tarots, parce que c'est avec ça qu'on fait des prédictions. Enfin, on peut. Ceux qui s'amusent à l'astrologie. Enfin, et cette connexion avec le ciel, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on prévoit? Le titre de ça, par exemple, c'est le battleur, la reine, la justice, la tempérance, etc. C'est des prédictions. Et peut-être que ça prédit ça, ou inversement, ou ça. Le rapport à la nature, le rapport à l'écologie, à la mort. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de tisser tout ça. Et évidemment, les planètes, évidemment, enfin, toutes les pièces qui sont là amènent toujours un fil, une sorte de faisceau pour quelque chose où tout converge et qui fait, c'est ad astra. Ad astra, ça veut dire en latin vers les étoiles. Aller vers les étoiles. Quand tu parles de l'avenir et du futur, j'ai envie, de façon peut-être paradoxale, mais en pensant aussi à ce que disait Farid Belkaya du futur et de la tradition, de te poser la question concernant le fait que beaucoup d'œuvres regardent a priori vers le passé, mais vers un passé qui est peut-être notre futur. Et là, je pense notamment à une photo de famille et puis à des œuvres vers lesquelles on peut peut-être se diriger, des édifices religieux, mais parce que je trouve qu'il y a aussi dans cette exposition une dialectique entre le futur, le passé, mais comme si tu subvertissais l'image que l'on s'en faisait, comme si le futur était peut-être déjà derrière nous et que le passé était ce qui nous attendait. C'est marrant, c'est bien ce que tu dis, parce que à l'origine, ça vient vraiment de ça. On sait tous, enfin ceux qui sont un peu curieux, que les étoiles qu'on a dans le ciel ont mis des milliards d'années pour arriver. C'est-à-dire que peut-être elles sont même plus là. Mais la lumière, le temps qu'elle arrive, l'étoile que je vois dans le ciel, elle a sûrement des milliards d'années. Mais le temps qu'elle arrive, c'est-à-dire à l'œil, au visu. Et effectivement, il y a toujours cette dialectique comme ça entre j'étais quoi, je suis quoi, je vais devenir quoi. Et si, en termes physiques, scientifiques, si on se pose la question, il y a plein de réponses là-dessus. Il faut du temps. Et le temps, c'est quoi? Il faut du temps. La lumière, même si c'est 300 millions de kilomètres secondes, mais elle met des milliards d'années pour arriver. Voilà. Ça, c'était un peu le premier principe qui parlait de ça. Et tout bêtement, c'est ma sœur qui m'a offert cette vieille photo de famille. Parce que moi, je suis là. J'avais 5 ans. Et on vivait encore au Maroc, c'était avant de partir en France, etc. Et cette photo, je l'avais toujours chez moi. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des esprits. C'est ce qui explique un peu ces histoires de masques africains, entre guillemets, enfin une sorte de magie. C'est un élément que j'ai toujours utilisé dans mon travail, enfin beaucoup. Le masque africain, la magie,
le vaudou, enfin, des choses comme ça. Et je me suis dit que peut-être il y a des esprits dans cette photo. Et je sais, parce que c'est ma petite sœur, c'est ma mère, c'est mes sœurs, enfin, je sais, je les connais. Elles sont plus comme ça. Mais à l'époque, elles étaient comme ça. Et donc cette histoire de ramener le passé pour le montrer maintenant avec ce que ça a de nouveau, c'est étrange, parce que le passé ne peut pas être nouveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'avait intéressé, et de laisser juste moi, c'est moi qui ne suis pas masqué. Tous les autres sont masqués, mais moi je suis là apparent, tel que j'étais à ce moment-là. Et c'est ça qui fait que l'image, elle dégage quelque chose de... C'est une recherche du passé, ouais, mais c'est pour lui donner un aspect, pas un aspect, mais un contenu, une philosophie du futur. Enfin, peut-être, je sais pas, j'aurais dû l'appeler Retour vers le futur. Peut-être, autre film. Mais quand tu parles de l'ancien et du nouveau, comme je te sais très cérébral, j'ai presque envie de te poser la question concernant justement ce qu'est l'acte même de création. Est-ce qu'au final, c'est pas une forme davantage de réminiscence, beaucoup plus que voilà, de création pure et dure, ouais, ou d'invention? Forcément. Moi, je crois que oui. Je crois que c'est, quand je parlais des étoiles qui mettent des milliards d'années pour qu'elles nous apparaissent, c'est un peu cette chose-là, mais qui est de l'ordre de l'intime, enfin philosophique. Ça met tellement de temps à venir. Et moi, je crois que la philosophie, c'est ça, l'art, c'est ça, la littérature, c'est ça, le cinéma, c'est ça. Alors, évidemment, le cinéma, c'est encore plus direct parce que avec l'histoire de projection qui te revient à la gueule, quoi. Et effectivement, c'est un écho. Il y a un écho. Dans l'espace aussi, on parle d'écho. On parle de bruit, qui sont, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Mais depuis qu'on a les outils, les hommes les enregistrent pour essayer de comprendre et peut-être prouver qu'il y a quelque chose d'autre, ou même Dieu. L'histoire religieuse, Dieu, enfin, c'est une histoire de réminiscence, c'est une histoire d'écho. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Alors peut-être on peut passer. La transition est parfaite. Cette œuvre, j'ai envie de t'en parler, peut-être en partant du support, c'est-à-dire le miroir. Je sais que tu aimes bien citer Marcel Duchamp et cette idée que c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette exposition, ce sont tous les jeux de reflets que permettent ces miroirs. Et comment tu nous en parles? Je suis parti sur pourquoi les miroirs? Ouais, très bien. Enfin, surtout pour cette œuvre-là. Pour la main, entre guillemets, on me l'a un peu suggéré, en me disant, mais il faut parler d'un support, etc. Et tout de suite, je suis arrivé, dans mon travail, que tu connais, enfin, pour ceux qui le connaissent, il y a toujours, tout est vitré, tout le temps. Toutes les photos sont sous vitre, tout. Dès que c'est possible, il y a une vitre, parce qu'elle permet le reflet, la vitre. Alors, il y a certaines personnes que ça gêne parce que ça les perturbe, mais ça, moi, je trouve que ça ne perturbe pas l'image. Ça lui donne un calque, une autre couche, enfin, il y a quelque chose, quoi. Et là, je me suis dit, on va y aller franco, parce que si on le fait sur des miroirs, ça veut dire que ça va refléter l'espace, forcément. Comme dit Cocteau, les miroirs réfléchissent, peut-être. Et voilà, cette idée, c'est que du coup, l'espace est complètement diffracté. On voit des fragments de tout. Et là, je pense qu'on parle de cinéma. Parce que c'est le mouvement du corps qui fait image. Mais l'image, elle change. Pas la même, là. Pas la même. Donc c'est ça l'intérêt du miroir. C'est que c'est un film, ça devient un film, sans montage. Mais que la personne elle-même fait. Et bon, ici, mais ça pourrait être plein d'autres œuvres, pièces. Ici, j'ai décidé simplement de reprendre la Koutoubia de Marrakech, la Tour Hassan de Rabat, la Santa Maria à Lisbonne et la Giralda à Séville. Parce que pendant très longtemps, j'ai travaillé sur un projet pour Rabat qui n'a jamais abouti et qui c'était pas
c'était pas finir la tour Hassan ou la reconstruire, mais à côté de faire une sorte de sculpture monumentale où on construirait la tour Hassan comme elle devait être. Bon, évidemment, ça coûtait des millions et des millions d'euros, donc ça n'a pas été possible, et puis je pense que ça n'allait pas attirer le truc des gens. Et là, je suis revenu à un truc historique, quoi. La Koutoubia, c'est l'ancêtre, entre guillemets. C'est de là, quand il y a justement cette montée des musulmans, enfin, c'est des berbères qui partent de la région de Marrakech et qui montent, et le Maroc, et qui vont jusqu'en Espagne, et même jusqu'en France, etc. Sur la route, il pouvait y avoir la même... Non, c'est la même base. La Koutoubia, c'est la même base que la Tour Hassan, c'est la même mesure. C'est la même mesure que la Khirallah de Séville. Donc il y avait une sorte de projet global pour accompagner un peu l'avancée des musulmans vers l'Europe. Ils sont restés des siècles, mais des accompagnés par ça, par ces constructions. Et je me suis dit que peut-être ça faisait sens de repenser à ça, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe maintenant, avec les relations justement un peu entre le monde musulman et le monde catholique européen, etc., entre l'Afrique et l'Europe, etc. Je me suis dit que peut-être c'était intéressant de remettre ça sur le tapis pour continuer à réfléchir, parce que l'histoire est énorme. Et voilà. Donc là, ça paraît un peu anecdotique, mais je pense que c'est... et c'est des fantômes. Voilà. Donc c'est des miroirs gravés. Ce que j'aime beaucoup dans cet aspect, on dirait des rayogrammes, tu sais, en photo. Enfin, l'aspect, quand on pose un objet, sans film, sur rayogramme, photogramme. Et du coup, ça devient intéressant, parce qu'il y a aussi ce côté fantomatique. C'est quand même la Koutoubia, c'est la Khirallah de Séville, c'est la Tour Hassan. Et il y a ce côté fantomatique, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure assez justement. Qu'est-ce qui vient du passé? Et comment ça s'imprime, et comment ça se donne à voir, voilà. Donc ça boucle un peu tout ça, en fait.